conférence qui va porter sur la réalité virtuelle avec des applications concrètes dans l'industrie et comment, je lis bêtement le titre, mais comment faire de la réalité virtuelle un atout dans l'usine et pour la maintenance industrielle. Donc un grand projet donc avec Guillaume Roger de la société SBS Interactive qui met en œuvre tout ça, qui développe des technologies et les met en œuvre dans l'industrie. Bonjour à tous. Donc je vais vous faire une petite présentation de SBS. Donc SBS Interactive, c'est une entreprise qui a été créée il y a 10 ans. Donc on est expert en réalité numérique. On a commencé il y a 10 ans avec la photo 360, le Google Street View. Et en fait, on l'a fait évoluer depuis 10 ans. Ce qui fait que nos premiers partenaires qui utilisent cette technologie-là depuis maintenant une dizaine d'années continuent de l'utiliser. On l'a fait évoluer au fil de l'eau. Donc c'est pour vous expliquer simplement que ce n'est pas une technologie qui est obsolète, qui bénéficie d'obsolescence. On est vraiment dans quelque chose de durable. Et pour la technologie, c'est quand même quelque chose d'important à souligner. Donc nos prérogatives, c'est la vie virtuelle enrichie et la réalité augmentée. Donc on fait de l'e-maintenance, on gère la sécurité, du digital learning. On est spécialisé dans les environnements confinés et les environnements complexes. C'est là où il y a eu toute la pertinence de l'outil au départ. Et puis on s'est rendu compte que finalement, on peut l'utiliser dans tout type d'industrie. Donc c'est une technologie qui aujourd'hui est très abordable. Donc ça permet à une petite TPE, même à un artisan, de pouvoir y avoir accès, mais également à un industriel. Et c'est ça qui fait la force de SBS Interactive, c'est de pouvoir avoir une technologie qui est ultra sophistiquée, mais qui a un coût relativement faible. Donc la petite histoire des 10 ans de SBS. Donc on a été créé en 2008 à Nancy. On a eu notre premier et gros client en 2010 avec Naval Group qui s'appelait DCNS à l'époque, qui a eu l'idée d'utiliser cette technologie-là pour faire des jumeaux numériques de ses navires. Parce que la problématique d'un navire, c'est que dès qu'il est construit, il part à la mer et après on n'a plus le double. Donc pour construire les suivants, on était un petit peu embêtés. Et le fait de faire un jumeau numérique du premier, du deuxième, du troisième, en tenant compte des évolutions à chaque fois, ça permet de faciliter les process et ça facilite la maintenance ensuite du bâtiment. Donc en 2016, nouvelle évolution. Donc là, on est 6 ans après et on est sur ce qu'on appelle la réalité augmentée, où là, on a fait évoluer notre plateforme Vision vers la réalité augmentée. Donc je vous ferai une précision après de toute cette terminologie-là. En 2017, on poursuit notre évolution et on développe une partie de la plateforme pour la gestion énergétique des bâtiments. En 2018, on simplifie la plateforme pour pouvoir la rendre accessible à des agents immobiliers, des photographes qui voudraient héberger des visites virtuelles, puisqu'en fait, on a une grosse plateforme Colors qui a disparu. Et du coup, on s'est dit, tiens, il y a peut-être aussi un marché à prendre dans ce domaine-là. Donc, on a créé une petite plateforme qui se base sur le moteur Vision, mais qui est beaucoup plus allégée. Et en 2019, c'est la signature avec Orano. Donc, Orano, un grand acteur du nucléaire. Et on a numérisé le site complet de La Hague. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un jumeau numérique complet du site de La Hague, de retraitement des déchets nucléaires de La Hague, qui est entièrement connecté à leur GMAO. Donc ça aussi, c'est une belle prouesse technologique. Donc les domaines d'activité de SBS, donc nous avons notre logiciel sur la vie virtuelle augmentée, les applications en réalité augmentée qui en découlent, et puis les applications numériques sur tablette et smartphone. Et je vais vous expliquer que tout ça, finalement, est lié. Donc nos références, donc dans le domaine de la défense, puisqu'on travaille beaucoup avec la défense, donc la Direction Générale de l'Armement, on a le COGES, Naval Group, la Marine Nationale. Dans l'industrie, nous avons Orano, EDF, des industries plus classiques comme Effectis ou même le CETIM, que vous connaissez tous. Et puis dans le domaine naval, avec l'Ifremer, avec la compagnie du thon océanique. Donc pour qu'on puisse aller plus loin, je vais vous faire un petit explicatif de la terminologie. Donc sur les réalités numériques. Donc je vous ai mis à gauche le monde réel, de l'autre côté le monde virtuel. Vous avez d'un côté la réalité augmentée, donc qui se situe ici. Donc on est dans le monde réel et on va superposer des hologrammes ou des choses qui appartiennent au monde numérique, mais sur la réalité. De l'autre côté, vous avez le monde virtuel. Donc là, on est vraiment dans un environnement complètement virtuel, complètement numérique. Après, ça peut être de la maquette ou de la photo ou de la vidéo, peu importe. Et entre les deux, vous avez ce qu'on appelle la réalité mixte. Et c'est là où il y a tout un intérêt et c'est là où le développement va se faire de plus en plus dans ces nouvelles années. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mixer les deux, c'est-à-dire mixer d'un côté la réalité augmentée et la rendre interactive, et de l'autre côté, utiliser la réalité virtuelle et la rendre interactive également.
Donc c'est ces interactions-là entre le réel et le virtuel qui va nous donner ce qu'on appelle la réalité mixte, et c'est ce qui a un réel intérêt pour l'industrie, donc le sujet qui nous amène aujourd'hui. Donc un petit explicatif, réalité augmentée, vous l'avez tous déjà expérimenté. La plupart du temps, c'est typiquement le GPS tête haute qu'on a dans la voiture. C'est exactement ça. Vous êtes dans votre voiture, dans un univers réel, et par contre, vous voyez des informations qui sont numériques et qui sont superposées au réel. Donc là, on est typiquement sur de la réalité augmentée. La réalité virtuelle, c'est tout simplement ce que vous avez déjà fait l'expérience sur les jeux vidéo. C'est exactement la même chose. Là, on a une photo 360 qui tourne à gauche. Donc c'est un environnement qui est 100% numérique. Vous pouvez être immergé, mais pas forcément. Là, on n'est pas immergé, mais on est dans un environnement virtuel pour autant. Ou vous pouvez mettre un casque et être en immersion totale. Donc ça, c'est la réalité virtuelle. Maintenant, réalité mixte. Donc c'est le mélange des deux. Donc ça veut dire que pour la réalité augmentée, on va avoir un ancrage des objets du virtuel dans le réel. C'est-à-dire qu'on va pouvoir dire, je pose un objet virtuel ici. On va pouvoir, avec un casque ou une tablette, faire le tour de cet objet-là sans que l'objet bouge. Donc il va vraiment être ancré dans le réel, comme s'il existait réellement. Et on va pouvoir bouger et interagir avec lui. Et dans la réalité virtuelle, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on pourrait être en immersion totale dans cette pièce avec un casque sur les yeux, mais on aura mis dans ce casque-là la position de chaque pièce, de chaque objet, ce qui nous permettra de pouvoir nous déplacer dans cette pièce-là, mais avec un mapping différent de cette pièce, pour pouvoir faire des expériences assez intéressantes aussi en termes de maintenance. Donc dans les deux cas, de toute façon, que ce soit réel ou numérique, ce qui compte, c'est l'interaction. Donc maintenant, ce qui nous amène aujourd'hui, c'est le virtuel. Donc le virtuel, nous, en fait, on va parler de jumeaux numériques. C'est-à-dire que nous, l'objectif, c'est de se dire, on a un environnement industriel, on va le dupliquer, on va le numériser complètement en tel que construit. Donc on ne va pas faire une maquette à la main, on va se baser sur la lettre de photo ou de scan laser. On va le numériser et on va rendre cette maquette numérique interopérable et interactive. L'objectif, c'est de connaître son environnement industriel, de récupérer toutes les données qu'on a dans une entreprise, qu'elles soient issues d'une GMAO ou de données techniques, de manière simple et visuelle. Comment ça fonctionne? Donc je vais déjà vous expliquer. Le slide a été inversé, c'est pas grave. Donc les objectifs, en fait, c'est de pouvoir faire une visite à distance de votre entreprise, de votre industrie. C'est-à-dire que vous avez un problème de maintenance, vous avez quelqu'un qui est d'astreinte mais qui n'est pas sur place, il va pouvoir se loguer, aller voir la visite virtuelle et voir exactement quel est le problème. Vous allez pouvoir aussi administrer ce jumeau numérique à distance pour avoir une vraie connaissance de votre patrimoine. Vous allez pouvoir former vos collaborateurs en projetant votre outil industriel directement sur un écran dans une salle, plutôt que de faire les formations de couloir qu'on connaît tous habituellement. Vous allez pouvoir maintenir en préparant les interventions, puisque là, vous pourrez faire ça depuis un bureau. Vous pouvez avoir votre prestataire qui va venir intervenir dans votre entreprise qui reste chez lui, enfin dans son entreprise à lui, parler ensemble d'un lieu distant, mais chacun dans vos localités. Vous allez aussi pouvoir créer des manuels facilement d'utilisation. Vous allez pouvoir chiffrer les travaux en donnant accès à distance aux sous-traitants. Donc vous avez une intervention, une machine à bouger par exemple, vous pouvez donner accès au lieu où l'intervention va se dérouler à distance, de façon à ce que la personne puisse anticiper les moyens qu'il va devoir utiliser. Et puis on peut tout à fait sécuriser bien sûr toutes ces plateformes-là. Je vous en expliquerai plus tard. Et puis on peut s'en servir également pour vendre et communiquer. Donc si vous voulez aussi, comme ici sur un salon, on fabrique tous des choses. Et des fois on a besoin d'expliquer à nos clients comment fabriquer, dans quelles conditions les pièces sont fabriquées. Donc soit on a une petite vidéo promotionnelle, là on a carrément la visite virtuelle de son entreprise et on peut la montrer à l'aide d'une tablette. C'est toujours rassurant pour vos clients. Donc voilà une petite vidéo. Donc là on a une photo 360, donc là on se trouve à Metz, donc c'est un petit peu loin d'ici. On est dans une usine qui fabrique de l'électricité à partir de gaz. Donc on a ici le plan de la salle. Donc on a les points d'intérêt, chaque point bleu c'est les endroits où on a fait une photo 360. On a mis le petit radar qui vous permet de voir dans quel sens vous regardez. Donc c'est toujours utile pour se déplacer. Donc là on est vraiment dans un Google Street View. Là où ça a un intérêt, c'est tous les points d'intérêt qu'on va pouvoir y ajouter. Donc là j'en ai mis que quelques-uns puisqu'on n'avait pas l'autorisation de vous donner la visite entièrement documentée. Mais on peut mettre des points différents. Donc c'est vous qui choisissez votre jeu d'icônes, qui feront apparaître des fenêtres avec des commentaires, des photos, des manuels. L'objectif, en fait, là, c'est d'avoir une documentation donc, qui est statique ou qui est dynamique. C'est-à-dire que là, simplement en cliquant sur un objet, vous avez toute l'information nécessaire. Et on peut aller même plus loin, c'est qu'en travaillant avec le fabricant,
on peut directement avoir accès aux données qui sont mises à jour par le fabricant. Donc ça aussi, en termes de maintenance, c'est important. On sait très bien que les choses évoluent et que la donnée papier, au bout d'un moment, elle devient périmée. Là, avec le lien dynamique, on a accès à une documentation en temps réel. Donc on peut mettre tout type de documentation, on peut même mettre des vidéos. Donc là, on a une vidéo d'une vanne pour expliquer, ben voilà, ça peut être dans le cadre d'une formation d'un apprenti, pour lui expliquer, ben voilà, voilà le type de vanne, voilà comment elle fonctionne. Donc tout le schéma, ça peut être aussi pour donner le sens de circulation des fluides, par exemple, sur une tuyauterie. Ça peut lui donner tout type d'informations que vous jugez, vous, pertinentes. Et l'avantage, c'est que ce système-là, vous y avez accès simplement en appuyant dessus. Plus besoin d'aller la chercher dans un dossier, de retrouver la référence de l'objet, toutes ces choses-là, tout se fait de manière visuelle. Et ça, c'est pareil, quand vous avez un problème de maintenance, là, par exemple, on est connecté à une GTB. Donc là, on est sur le stade Marcel Picot à Nancy. Mais c'est pour vous montrer que les liens, finalement, c'est vous qui décidez quel lien rapporte, c'est vous qui décidez quel type de lien vous faites. Donc là, on met un petit ticket en disant, ben voilà, on a un souci sur le brûleur, on pourra faire une description, on pourra mettre une début de l'intervention, on pourra même notifier la fin de l'intervention. Donc pour les rondiers, c'est intéressant aussi, parce que quand ils font leur ronde de maintenance directement à l'aide de la visite, ils vont pouvoir renseigner ces informations-là, de façon à ce que les gens qui vont faire la maintenance puissent passer derrière et faire les travaux nécessaires. Donc toutes ces informations-là, ce n'est pas notre logiciel qui les gère, c'est la GMAO ou la GTC qui la génère. Nous, on récupère simplement l'information. La plateforme Vision, en fait, c'est un agrégateur de données. L'objectif, c'est pas de la dupliquer, c'est vraiment de la récupérer là où elle est et de la rendre accessible de manière visuelle. C'est vraiment ça tout l'intérêt. Donc sur les grandes fonctions donc, que permettent Vision, donc c'est la création des visites donc, virtuelles du bâtiment, c'est de pouvoir le documenter. Donc vous pouvez rajouter des PDF, des photos, des vidéos, les connecter à de l'IoT, à de la GMAO. Vous pouvez créer des thématiques de visite, c'est-à-dire sous forme de logging, mot de passe. Vous pouvez donner un logging qui va vous dire, bah voilà, là c'est une visite de formation, donc pour un nouvel entrant, lui dire, bah voilà, l'entreprise, comment elle se place, voilà tous les points de sécurité à avoir, toutes les zones de contrôle, les points chauds, les zones humides, enfin tous les dangers qu'on peut avoir. Vous pouvez également donc partager ces visites, c'est important aussi. Et puis ce qui est aussi génial, c'est l'accès à distance. Depuis une tablette, un smartphone, n'importe où dans le monde, il vous faut une connexion Internet, un navigateur web. Avec votre login mot de passe, vous y avez accès. L'autre fonctionnalité qui est géniale, c'est la fonction recherche. En fait, là, c'est un moteur de recherche, mais qui est visuel. Aujourd'hui, vous avez besoin, votre équipe R&D est en train de travailler sur un nouveau produit, et ils se disent, tiens, mais on n'avait pas une machine qui faisait ça à l'époque, quelque part, stockée. On ne sait plus où elle est, mais on tape le nom de la machine, et dans la visite virtuelle, on va vous montrer où elle est. Et en fait, ça se trouve, tous les jours, on passe devant, mais on se dit, ah bah merde, on n'a pas vu qu'elle était là. Donc ça aussi, et l'indication visuelle vous fait gagner un temps infini. Elle pourrait être localisée sur un plan, sur un truc. On est tous dans un bureau, on a le plan, on dit, bon bah ok, elle est là, on ira voir après où c'est. Là, de manière visuelle, d'un seul coup, tout le monde voit où est la machine. Et s'il y a besoin d'un transpal pour aller la chercher ou autre, on voit aussi si elle est facile d'accès ou pas. Donc ça permet de pouvoir prendre des décisions d'une manière super simple. Donc on peut collaborer, donc c'est pareil, hein, je peux être ici en train de vous présenter quelque chose, avoir mon technicien qui se trouve à Nancy, et puis le lieu que je vous présente qui se trouve à Nantes, et on parle tous de la même chose au même moment et au même endroit. On peut prendre des mesures, puisque si on fait un scan laser, on peut également prendre des mesures. Donc si on a besoin de savoir si on a la place pour changer cet équipement avec le nouvel équipement, avec des nouvelles dimensions, ben on peut le faire directement dans la visite virtuelle. On peut dresser un état des lieux, on peut suivre des travaux. Donc c'est pareil, hein, c'est super intéressant. Je vous montrerai l'outil qui nous permet de faire les photos. Et tout ça de manière complètement sécurisée. Et c'est ça qui est important, c'est qu'aujourd'hui, vous avez deux solutions pour l'avoir. Vous l'avez en SaaS ou en premise, mais de toute façon, toutes les informations sont entièrement sécurisées. Le concept, donc c'est tout simple, hein, vous avez Vision au centre, vous rajoutez de la photo 360, de la photo 2D, des scans 3D, vous rajoutez des plans, des cartes pour pouvoir naviguer à l'intérieur, vous rajoutez des données, des textes, photos, des vidéos, des liens web, tout type de données, et des données dynamiques, donc issues de l'IoT, ça peut être le capteur qu'on a vu précédemment, qu'on peut connecter à l'intérieur, ou une GMAO, une GTB, voilà. L'objectif, c'est que du coup, vous récupérez une visite à distance qui est sécurisée, c'est géoréférencé et documenté, c'est collaboratif et interactif, c'est connecté et interopérable, et vous pouvez l'avoir en SaaS ou on-premise.
Donc au niveau de l'autonomie, parce que c'est ça qui est important sur les outils aujourd'hui, c'est la mise en œuvre. Nous, ce qu'on propose, c'est la plateforme Vision. L'avantage, c'est que vous êtes 100% autonome sur les prises de vue, sur la création du projet, la documentation et le partage avec vos collaborateurs. C'est-à-dire que nous, le seul moment où on va intervenir, c'est pour connecter le système à votre GMAO ou à votre GTC ou à votre IoT. C'est juste là où on a besoin, nous, d'intervenir, mais tout le reste, vous êtes entièrement autonome dessus. Et pour apprendre à gérer la plateforme, il faut une petite matinée de formation. Si vous savez vous servir d'un ordinateur et d'une souris, voilà. C'est-à-dire en une matinée, vous savez utiliser la plateforme. Par exemple, pour le site de la Hague qui a été numérisé, ça a fallu 7 mois et il y a eu 80 000 photos de faites. Et ça a fallu 7 mois de travail pour le faire. Donc l'avantage des visites à distance, de toutes ces choses-là, c'est qu'elles sont toutes accessibles depuis un tablette ou une smartphone. Donc ça, c'est aussi la grande prouesse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde a équipé au moins d'un smartphone. Dans l'industrie, les tablettes arrivent de plus en plus, hein, les tablettes durcies. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on a essayé de rendre cette plateforme-là accessible le mieux du monde. L'objectif, c'est pas de vous faire acheter des nouveaux devices ou des nouveaux frais en plus, c'est d'utiliser les outils que vous avez déjà et de nous poser dessus. Donc c'est ce qui fait aussi la pérennité de notre technologie. C'est-à-dire qu'on n'est pas adapté à un device particulier, on est sur une plateforme web, tout est développé en HTML5, donc c'est vraiment pour avoir quelque chose qui soit pérenne. Du coup, vous avez votre jumeau numérique qui est avec vous au bon moment et au bon endroit. C'est-à-dire si même vous avez votre ingénieur maintenance qui est à Copacabana sur la plage et qui a un problème qu'il est seul à résoudre, et ben, en quelques temps, il peut se connecter et avoir directement se projeter dans son usine pour pouvoir intervenir et vous donner la bonne solution s'il le peut. C'est pareil pour votre prestataire. Souvent, il y a des objets de maintenance où le prestataire vient et puis finalement, c'était juste une vanne à bouger ou un bouton à appuyer et puis on se dit, ah, merde, si on avait su, on n'aurait pas fait déplacer le gars. Et bien là, c'est typique ce genre d'écueil qu'on peut éviter à l'aide de cette technologie-là. Donc maintenant, on va passer à l'évolution de la visite virtuelle. Donc toute l'information qu'on a pu documenter dans cette visite virtuelle-là, on va pouvoir y accéder d'une manière assez intéressante, comment dire, avec un smartphone ou une tablette, en ce qu'on appelle en réalité augmentée. Donc là, c'est un débitmètre Burkirk qui sont présents sur le salon, où on a fait un petit POC avec eux, où on a rajouté des petites informations en 3D pour comprendre comment fonctionne le débitmètre. Donc là, c'est un débitmètre à ultrasons. Donc on a une petite animation qui permet de montrer le débitmètre et toutes les informations qui sont autour en réalité augmentée qui vous permettent d'avoir une petite animation en 3D qui vous montre comment démonter le débitmètre pour faire une opération de maintenance. On peut aussi avoir une vidéo 2D parce que des fois la 3D c'est pas forcément nécessaire pour montrer la connectique ou simplement un document texte qui va expliquer les couleurs du disque, les changements de couleurs et ça de manière autonome. C'est-à-dire que toutes les informations là sont rentrées dans la visite virtuelle. Et quand on arrive sur site, on se connecte avec la petite tablette et on récupère ce même type d'informations directement en réel sur site. Donc ça, c'est l'évolution de la visite virtuelle d'un côté vers la réalité augmentée. Autre point intéressant que je vous avais expliqué tout à l'heure, c'est le fait de pouvoir embarquer les visites virtuelles sur une tablette. Donc là, c'est une petite visite virtuelle qu'on avait fait pour Orano, qui s'en sert pour promouvoir justement son plan de conversion de Tricastin, donc qui permet de convertir l'uranium pour le transformer en combustible nucléaire. Donc là, c'est le site d'Orano, qui est sur une tablette qui permet aux commerciaux de pouvoir montrer comment se passe le cycle nucléaire et de pouvoir exporter cette technologie-là à l'étranger notamment, et de montrer dans quelles conditions les choses sont faites de manière simple et intuitive. C'est-à-dire que là, le commercial peut faire visiter le site de Tricastin sans mettre en danger les gens, et de montrer des zones qui sont maintenant confinées, donc qui nécessiteraient un équipement et une préparation adéquate. Là, on peut les visiter en virtuel et directement sur une tablette. L'avantage de la tablette par rapport au casque en immersion, c'est que quand on a une tablette dans la main, on garde le contact visuel avec son interlocuteur, et c'est quand même beaucoup plus simple que de parler à quelqu'un qui a un casque sur les yeux. Lui, il vous répond, il vous voit même pas, c'est pas forcément une super idée. Donc c'est pour ça que nous, le casque en immersion, on l'utilise quasiment pas. On le fait parce qu'il y a des clients qui le veulent. Finalement, ils vont l'utiliser quelques jours et puis au bout d'un moment, ils vont le poser et puis repasser à des devices beaucoup plus simples et beaucoup plus pragmatiques. L'objectif, hein, c'est vraiment d'être pragmatique sur nos solutions. De ne pas faire d'effets waouh qui ne servent à rien, mais vraiment d'avoir un outil qui soit le plus pertinent possible et qui est là pour vous simplifier la vie et pas pour vous la complexifier. Voilà. Merci beaucoup. Euh,
Au niveau des coûts, justement, on peut peut-être en parler un peu. Alors c'est vrai qu'au niveau de la réalité virtuelle, bon là on a parlé de réalité mixte, mais on est passé de solutions en l'espace de quelques années, de solutions SaaS, enfin avec des salles particulières qui allaient de plusieurs, parfois centaines de milliers d'euros à quelques milliers d'euros. Alors là on est dans une solution abordable, je dirais. Quel retour sur investissement, puisque c'est ça qui intéresse les entreprises. Donc en fait, sur le coût de la plateforme, on commence avec un tarif qui est très abordable, à peu près 3 000 euros par an, donc sous forme de licence. Et après, on va avoir une évolution en fonction du nombre de collaborateurs qu'on va mettre, qui vont pouvoir accéder à la plateforme. On va avoir aussi, si on a besoin de le mettre en SaaS, on-premise, pardon, une installation chez le client, donc là le coût va être un petit peu plus élevé. Après, ça va être vraiment au nombre de personnes connectées. C'est-à-dire qu'on reste toujours, ça ne sert à rien d'avoir 10 000 personnes qui sont connectées à la plateforme si les 10 000 personnes-là n'ont pas à intervenir. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que même une petite PME va pouvoir accéder à cette technologie parce qu'on n'est pas très élevé. Mais par contre, en gain de temps, là, on va vraiment se rendre compte de l'investissement et de l'intérêt de ce type de solution. Avez-vous des questions? Vous parlez pour les visites de maintenance, par exemple, pour les tournées, mais quand, par exemple, on a une mise à jour sur le terrain, donc vous dites qu'on a la main sur, par exemple, sur les photos, donc c'est quoi? On prend une photo, on implémente la photo et on dit, bah là, ça a changé. Là, par exemple, on a le technicien sur le terrain et vous dites le responsable maintenance qui est à Copacabana, le mec sur le terrain, il prend la photo et il l'envoie dans le logiciel. Oui, en fait, il y a deux façons de mettre à jour la plateforme. Soit on refait la photo 360 du lieu complet, donc avec un petit appareil que j'essaie de trouver qui est quelque part paumé dans mon sac, que je vous montrerai après. Ou alors vous prenez une photo avec votre smartphone ou un appareil photo classique et vous la rajoutez dans la visite. C'est-à-dire que vous avez les deux solutions. Soit le changement que vous avez fait a un impact sur l'environnement, donc à ce moment-là, vous avez besoin de refaire la photo 360. Donc vous refaites une photo 360 et vous pouvez l'historiser, c'est-à-dire que vous pouvez avoir ensuite une évolution de ce qui s'est passé, ou vous rajoutez simplement la photo dans la visite de maintenance. Par exemple, si vous avez changé le moteur, vous pouvez mettre la photo du nouveau moteur, simplement sous forme d'icône. Voilà, on n'est pas obligé de tout refaire à zéro à chaque fois qu'on intervient dessus. C'est en fonction de nos besoins et de la pertinence de le faire. Moi, je suis une entreprise on fait de l'assistance sur chantier. Et voilà, je me demandais si votre logiciel pouvait être adapté à notre entreprise. On vend des formations en sécurité aussi, par exemple. Du coup, je me demandais si on pouvait se développer. Oui, on peut tout à fait. Là, on a une filière qui s'occupe du bâtiment. On peut faire effectivement de la suivi de chantier, donc tout type de chantier. L'avantage du 360, en fait, c'est que ça prend à chaque phase de chantier, ça prend en photo tout ce qu'on voit au moment où on a envie de prendre la photo, mais tout ce qu'on ne voit pas aussi. Si aujourd'hui, là, je prends la photo de la pièce, ça va prendre la photo à 360, c'est-à-dire que même les choses qu'on n'a pas vues de premier abord, une fois des fois retourné au bureau, on se dit ah tiens, mais là il y a une anomalie qu'on n'a pas vue sur site, mais le fait de l'avoir pris en photo et de la regarder à nouveau la met en exergue. Donc par exemple, effectivement, pour la suivi de chantier, c'est très pertinent. Et comme il y a une historicité, on peut superposer les différentes photos et voir les changements et l'évolution qu'il y a eu. C'est typiquement ce que fait Naval Group avec la construction de ses navires. À chaque phase, ils prennent en photo, ils dupliquent ainsi les photos et après, ils ont une vraie historicité de tout ce qui s'est passé pendant le montage. Mais ma question, c'était plus sur le fait que vu qu'on aide beaucoup d'entreprises, comment on... Qui fait les photos, c'est ça, globalement? Oui, mais par exemple, mais je veux dire, par exemple pour... Pardon? Oui, c'est ça, voilà. Sur une approche multisite, à chaque fois que vous allez faire une photo sur un site particulier, vous pourrez la géoréférencer sur une carte qui vous permettra par exemple de dire voilà, à tel endroit, sur tel site, j'ai fait tel type de photo.
vous pouvez la documenter, l'archiver. Après, c'est vous qui gérez votre nomenclature. En fait, la visite 360, finalement, c'est votre document papier qui devient numérique, mais il faut au départ avoir effectivement une trame papier où tout se pose dessus. Et donc sur le site, on peut créer des accès aux entreprises. Oui, vous pouvez partager la photo ou la visite avec les entreprises. Vous pouvez leur donner un accès. Donc c'est vous qui gérez le temps d'accès. Donc ils y ont accès pendant la durée du chantier et pas au-delà. C'est vraiment vous qui gérez comment vous partagez la visite, quel niveau de sécurité vous donnez à ce partage. Est-ce que ça a répondu à vos questions? Au pire, vous pourrez. Vous êtes arrêté sur un compteur ou sur une vanne et à l'intérieur, vous êtes pénétré à l'intérieur pour voir le fonctionnement. Vous l'obtenez comment ça? Ça, c'est le fournisseur de la vanne qui nous le fournit. D'accord. À chaque fois qu'on a une information technique comme ça, c'est vous qui êtes en charge de faire la demande ou c'est à nous de voir après du fournisseur? C'est comme vous voulez. Soit vous êtes à même d'avoir la documentation en interne et puis du coup nous on la récupère chez vous, ou si vous ne l'avez pas, à ce moment-là nous on va s'occuper de la chercher chez votre fournisseur. Sachant qu'aujourd'hui quasiment toutes les informations techniques sont en ligne, ils ont tous des PDF en ligne ou des choses comme ça où l'information est relativement transparente maintenant, au moins sur les données techniques de maintenance des outils. Et c'est valable aussi pour la thermographie sur des appareils électriques? Oui, alors en fait, sur la vie 360, c'est marrant votre question, parce qu'on travaille avec Orano où on a un projet justement de faire une cartographie de radioactivité, donc sur le même principe du 360, c'est-à-dire que sur un site, dans le cadre d'un démantèlement par exemple, de se dire, voilà, avec une caméra spécifique qui est en cours de développement, de faire une photo à 360 du site et de tenir compte des radioactivités, et on le fait aussi en partenariat avec une autre boîte qui est en Seine-et-Marne, il me semble, qui justement travaille aussi sur une caméra thermique à 360 pour pouvoir l'intégrer aussi dans ce type de visite. Ouais. Pour avoir une image, effectivement, tout type d'informations qui nous semblent pertinentes. Vous avez parlé IoT. Aujourd'hui, je suppose que vous relevez beaucoup de data en temps réel directement des machines connectées dans l'industrie. Est-ce que vous donnez la main sur certains paramètres depuis votre application directement sur certains réglages de machines ou des choses comme ça, ou est-ce que pour l'instant c'est juste de la récupération de data temps réel? Non, l'information elle peut monter, descendre. Ça dépend juste des API qui sont mis à disposition. Est-ce que le logiciel d'origine permet d'avoir une remontée descente d'informations? Si c'est le cas, il n'y a pas de souci, on peut le faire. On le fait déjà pour certains industriels qui effectivement arrivent à piloter les machines à distance. Ok, c'est cool. D'autres questions? Bonjour, c'est pas forcément une question, c'est plutôt une remarque sur le potentiel en fait de cet outil. Moi je travaille à l'ARACT, c'est l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail. Et donc je suis amené à voir pas mal de gens dans l'industrie et ça me renvoie à un cas que j'ai vu dans l'industrie agroalimentaire sur une problématique pour laquelle on a été interpellé sur un problème de fidélisation en fait, des salariés en lien avec les conditions de travail et en lien avec l'acquisition de compétences en fait, sur la maintenance de premier niveau, on va dire, et le pilotage de ligne sur des tours de séchage. Dans le secteur laitier, où s'est posé la question à un moment, c'est comment on fait sur des endroits qui sont inaccessibles en fait, où on a déjà du mal à y accéder tout seul. Donc quand on a un nouveau qui arrive pour le former, comment on fait quoi. Et moi je vois bien le potentiel en fait de ce type d'outil-là pour faire de la formation à distance finalement. Enfin, et puis avec un dispositif, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais le dispositif AFEST, qui est l'action de formation en situation de travail, qui pourrait être complété, je pense, avec ce type d'outils-là pour faciliter justement l'intégration, l'acquisition de compétences et puis répondre à des problématiques de fidélisation et de performance en lien avec les conditions de travail, puisque moi c'est le sujet qui m'intéresse, mais je vois bien le potentiel en fait de tout ça. Oui, c'est exactement ce qui est fait. Et c'est par exemple le site de la Hague, au départ c'était fait pour faire de la maintenance. Et puis finalement, c'est effectivement sur la formation des nouveaux entrants. C'est aussi maintenant une visite de notoriété. En fait, la déclinaison est quasiment infinie. En fait. On se rend compte que le fait d'avoir un jumeau numérique de son entreprise,
de son outil industriel, ça permet le potentiel est démentiel. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je rencontre un nouveau client ou que je fais des nouvelles interventions, il y a toujours des nouvelles idées qui arrivent de comment on peut utiliser cet outil-là pour en faire autre chose que ce pour quoi il était fait au départ. Et c'est ça qui est intéressant avec cette technologie-là, c'est que là, ce qui est rigolo, c'est que c'est une technologie qui a 10 ans, c'est-à-dire la photo 360, ça fait plus de 10 ans. Les outils se sont simplifiés pour la fabriquer. Nous, le moteur qu'on fabrique, là, ça fait 10 ans qu'on le développe, mais il est devenu de plus en plus facile à utiliser. Il y a encore 4-5 ans, il fallait 3-4 jours de formation pour apprendre à utiliser le logiciel. Aujourd'hui, en une matinée, c'est fait, et on espère que d'ici 2 ans, il n'y aura même plus besoin de formation. Ce sera tellement intuitif qu'on aura juste besoin de prendre la photo, et on la mettra avec la tablette, le smartphone, on dira où elle va, et puis on pourra directement la connecter. Donc c'est ça qui est intéressant dans ces technologies-là, c'est l'évolution qu'on en a dans les usages, parce que les usages en sont simplifiés. C'est-à-dire que si c'était compliqué à mettre en œuvre, c'était comme la visite virtuelle ou le jeu vidéo pendant un moment, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas faire ça avec une photo 360, on était obligé de passer par une étape de maquette. Donc faire la maquette de son outil industriel, c'est un temps d'heure qui est inoublié, qui est incommensurable, et puis le taux d'erreur aussi monte, puisqu'on est obligé de calquer le réel, alors que là, sur la photo, le taux d'erreur est quasiment nul.